Dominique Turc. Merci de venir à Lille. Nous avons réalisé avec vous une vidéo sur votre parcours qui est absolument remarquable. Nous avons fait une seconde vidéo sur, au fond, votre actualité, l'entreprise que vous avez créée qui s'appelle Boost Zone, qui parle des tendances du futur à 4-5 ans et qui travaille avec des grands groupes et des PME. Et maintenant, nous allons parler d'innovation, mais dans le très lointain futur. On va parler, par exemple, que pensez-vous de la conquête de Mars? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable déjà? Et est-ce que c'est possible? Comment percevez-vous ça? Et est-ce que ça aura de l'impact sur les entreprises à court terme peut-être? Ou est-ce que c'est à 10-20 ans? Ou d'après vous, c'est pour le siècle suivant? Je pense certainement qu'on ira sur Mars ce siècle-ci. Je ne suis pas compétent pour savoir l'impact que ça va avoir sur les entreprises, sauf à dire que ce qui est intéressant dans la conquête de Mars, notamment dans le discours d'Elon Musk, c'est la mission, l'envie, l'enthousiasme que ça crée chez lui d'abord, et puis chez le personnel de ces entreprises. Et là, on a quelque chose d'assez fondamental. C'est un peu Kennedy qui disait on va aller dans la Lune. Donc c'est un peu la même chose, c'est se fixer un objectif quasiment inatteignable. Vous en avez pas mal d'ailleurs d'objectifs comme ça chez Google X, qui sont des objectifs a priori inatteignables. Et tuer la mort. Tuer la mort, par exemple. Et donc, why not? Ça crée une dimension mais c'est fascinant parce que je voyais qu'il a fait un appel à clients. Il a proposé d'aller sur Mars et qu'on réserve déjà ses places. Et à mon grand étonnement, je dois dire que j'ai été piégé dans mes connaissances marketing qui sont pourtant légèrement évoluées, car c'est des milliers d'Américains qui ont dit oui et qui ont fait des chèques, même des années à l'avance, pour aller sur Mars. Et alors, je ne comprenais pas du tout, d'autant plus qu'il n'y avait pas de billet de retour, donc en plus, on peut se demander si on ne va pas y rester, c'est le cas de le dire. Ah bah je pense que ceux qui vont partir vont y rester, dans tous les sens du terme. Mais c'est la conquête de l'Ouest. Hein. Oui, il y a une mentalité américaine qui est formidable là-dessus. Il y a un enthousiasme extraordinaire. Après, on peut trouver ça un petit peu naïf, un peu fou, mais quelque part, un peuple qui a de l'enthousiasme, c'est pas mal quand même. Oui, et puis il y a peut-être une cause seconde, c'est que tout simplement, ça fait partie d'un club, on fait partie d'un club passionnant. À défaut d'aller sur Mars, on fait partie du club des gens qui veulent aller sur Mars. Oui. Et ça vaut peut-être le détour, ne serait-ce que se réunir tous les 6 mois, se préparer à aller sur Mars entre millionnaires, c'est sympa. Oui, je crois que ça traduit aussi autre chose que moi j'apprécie bien, qui est ce que j'appelle le Jules Vernisme. Oui. C'est-à-dire que c'est une conception du progrès. Une conception du progrès positif. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait qu'on va y arriver. Et Jules Verne, qui est mort en 1903 ou 1904, avait inventé tout un tas de machines qui n'existaient pas encore. Et il faisait rêver. Le sous-marin. Le sous-marin. Il est même allé sur la Lune. La fusée pour aller dans la Lune. De Cap Navera. Enfin, il avait calculé toutes les manières possibles d'aller sur la Lune. Et il était arrivé à identifier un siècle avant l'endroit où finalement on est effectivement parti pour la Lune. Et il avait fait les bons calculs là-dessus parce que c'était bien au niveau de la rotation de la Terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait une conception. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, toute une époque avait une conception du progrès extrêmement positive. Et je crois que c'est un peu ça qu'on retrouve dans Mars pour reprendre l'illustration. C'est toutes ces technologies, parce qu'il y en a beaucoup pour aller sur Mars, il va falloir les mettre ensemble. C'est pas la même chose qu'un iPhone, qui a beaucoup de technologies aussi, mais la mise en commun d'un grand nombre de technologies va nous permettre de faire des choses qui paraissent un peu science-fiction, mais qu'on a peut-être envie de faire. On a envie d'aller vers le progrès. Donc il y a un côté positif du progrès, que moi je trouve intéressant, parce que depuis environ une vingtaine ou une trentaine d'années, on a plutôt tendance à insister sur les côtés négatifs du progrès. C'est-à-dire que les GAFA vont nous piquer nos données, on n'aura plus notre vie privée, l'intelligence artificielle et les robots vont piquer nos jobs. Donc on a une vision assez négative, assez dystopique en fait, alors que Jules Verne avait une vision utopiste du progrès. Et il y a là une vraie question culturelle sur laquelle je crois qu'il faut vraiment que nous travaillions tous. Quelle est notre position aujourd'hui vis-à-vis du progrès, individuellement et collectivement, et par quel bout on va prendre ça? Autrement dit,
jusqu'où sommes-nous prêts à accepter certains des risques, que pouvons-nous faire pour contrôler une partie de ces risques. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Nous sommes en 1884, d'accord? L'automobile vient d'être inventée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'automobile? On la développe et on fait que le XXe siècle va effectivement être un siècle de l'automobile, concrètement. Ou bien on dit, attention, non, l'automobile va tuer plus de monde au XXe siècle que les guerres. Donc on arrête l'automobile? Non. On va mettre en place progressivement un certain nombre de systèmes de sécurité, de code de la route, etc., pour réduire l'impact négatif de l'automobile. Et aujourd'hui, on fait la même chose pour réduire son impact négatif en écologie. Mais on ne va pas tuer l'automobile. Bon, donc l'idée aujourd'hui, c'est par rapport à tous ces progrès qui sont en train d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à avoir une position positive? Oui, ça c'est un très bon exemple, l'automobile, parce qu'effectivement, très souvent, quand on regarde les statistiques, on est surpris. Quand vous dites l'automobile a tué plus de personnes que toutes les guerres, si on avait annoncé ça dès le début, on aurait arrêté immédiatement l'automobile. Or, en fait, c'est la rançon du succès, d'une certaine manière. Et ça n'a pas empêché, et ça n'empêche pas chacun de prendre sa voiture et d'aller à son travail. Alors que c'est beaucoup plus dangereux que beaucoup de choses qui semblent... Et on a réduit le danger en mettant en place un certain nombre de systèmes, en rendant la voiture plus résistante, en protégeant mieux le passager. Donc, il faut faire la même chose. Je ne dis pas, soyons naïfs par rapport au progrès. Le contrôle des données, par exemple, et de la vie privée, il faut absolument y aller. Mais il ne faut pas dire pour autant, ne donnons pas nos données. Alors, justement, ça m'invite à vous poser des questions un peu impertinente. Est-ce que tuer la mort, c'est risqué? Je pense vraiment pas qu'on soit proche de tuer la mort. Là, ça me semble vraiment être de l'ordre de la science-fiction. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dessus et il y a un certain nombre de penseurs qui réfléchissent à la fois sur le plan philosophique et sur le plan humain. On a créé un groupe sur le transhumanisme ici, un groupe de recherche critique, hein, pas obligatoirement, on n'est pas des transhumains au premier degré, mais par contre on a trouvé intéressant de questionner la pensée transhumaniste parce qu'elle présente justement des questions tout à fait significatives. Alors je pense que les questions soulevées, notamment sur le plan sociologique et philosophique, sont extrêmement importantes. Et là, oui. Donc c'est pas la même chose que tuer la mort. En fait, ce dont on parle ici, c'est de prolonger la vie. Oui, exactement, déjà. Et là, la première grande révolution, elle date de la fin du 19e siècle, ça s'appelle le vaccin. Et le vaccin a effectivement sacrément prolongé la vie et tué la mort pour pas mal de gens pendant pas mal de temps, tout au long du 20e siècle. Si on est aujourd'hui à un tel nombre de milliards d'habitants sur la planète, c'est principalement grâce au vaccin. Donc, en fait, est-ce qu'on est en train de réinventer un autre mode que le vaccin qui nous permet de vivre plus longtemps? Ben oui, on le fait tous les jours. On réduit le risque de cancer parce qu'on commence à le comprendre et le guérir de mieux en mieux. On réduit les maladies les unes après les autres, donc nous vivons de plus en plus vieux. Chaque année, notre espérance de vie, ça commence à se ralentir, mais augmente. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'une population où les gens deviennent tous très vieux? Comment est-ce qu'on va gérer ça au niveau de la planète? Alors, je ne parle même pas de l'écologie, je parle juste de la sociologie. Comment on va gérer tout ça? On ne sait pas. Donc là, il faut vraiment se poser effectivement un certain nombre de questions sur les inégalités sociales, l'inégalité devant la mort, par exemple. Ça, c'est une des principales à se poser ici. Inégalités économiques et financières. On sait qu'aujourd'hui, elles sont en train de grandir. Qu'est-ce que ça veut dire si on a en même temps un allongement de la durée de la vie assez substantiel pour, entre guillemets, les plus riches, ce qui risque d'arriver dans un premier temps? Je ne sais pas ça. Mais à mon avis, oui, il faut se poser les questions sous cet angle-là, pas sous l'angle est-ce qu'on va un jour supprimer la mort. Alors, une dernière question pratico-pratique qui fait peut-être le lien avec vos 3 vidéos, avec tout ce qu'on a évoqué, parce que c'est à la fois une question long terme, moyen terme et très court terme, c'est les milléniums. Comment vous percevez cette nouvelle génération qui est en train d'apparaître là? Parce que ça c'est à la fois eux qui vont voir la fin de ce siècle, mais c'est aussi eux qui vont rentrer dans le monde du travail très bientôt. Bah, ça dépend comment on définit les milléniums. Quelques-uns, ils sont déjà. Ils sont déjà. Après, ça dépend de la définition qu'on prend. Moi, j'avoue que je suis plutôt contre l'ostratisation ou la séparation de catégories de personnes. Les vieux, les jeunes, les milléniums, les autres, les hommes, les femmes, etc. Je pense que dès qu'on commence à sortir une catégorie, en fait,
on la distingue d'une façon qui n'est peut-être pas la bonne par rapport aux autres. On a tout un tas d'êtres humains aujourd'hui, quel que soit leur âge, qui ne se sentent pas à l'aise dans les structures de l'entreprise d'aujourd'hui, qui sont en fait les structures que nous avons héritées d'hier. Toutes les entreprises. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est pas qu'on soit millénium ou pas. Oui, c'est ça. On a un paquet de gens qui ont un problème là-dedans. On a un paquet d'entreprises qui ne rendent pas les individus qui y sont heureux, qui ne leur donnent pas de sens. Ça, c'est un problème. Mais que l'individu, il ait 20 ans ou 50 ans, c'est la même question. Pourquoi est-il malheureux dans son travail? Donc, à mon avis, c'est plutôt la notion même de marché du travail sur laquelle il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, de coexistence de plusieurs générations, oui, évidemment, mais n'exagérons pas, les jeunes ont toujours été jeunes. Bon, et les vieux ont toujours trouvé que les jeunes étaient trop jeunes ou étaient trop... Bon, donc, méfions-nous de l'appellation millénium et regardons plutôt l'appellation marché du travail, monde du travail, satisfaction dans le monde du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, nos institutions, qu'elles soient l'entreprise ou l'État ou le système éducatif, etc., donnent de l'enthousiasme aux gens qui y sont par rapport à leur travail, par rapport à leur développement? Est-ce qu'on leur donne du sens, quel que soit l'âge qu'on a? Eh bien, sur ces mots tout à fait importants, redonner du sens au travail, merci Dominique Turc, et nous allons... faire une nouvelle série de vidéos, là, plutôt sur des destinations. Parce que nous allons partager ensemble nos réflexions sur différentes destinations que vous avez explorées. Et je vais être très heureux de pouvoir partager avec vous mes propres observations. À bientôt, Dominique. Volontiers, merci.